Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de Tokyo. À chaque fois que je vais là-bas, j'essaye de ramener une montre. Cette fois-ci, j'ai ramené cette Citizen avec ce cadran unique, donc cadrans qui sont faits à la main. Donc chaque montre a un cadran unique. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la visite du musée Seiko qui se trouve dans le quartier de Ginza. J'ai ramené ce bouquin là, qu'on peut trouver à l'entrée qui retrace un petit peu tout ce qu'on trouve dans l'exposition de ce musée. Et je vous propose de jeter un petit coup d'œil aux images que j'ai filmées directement sur place. On commence cette visite avec les modèles historiques, les premiers modèles faits maison par Seiko dès 1892 avec ses horloges murales, donc avec la marque Seiko Sha sur le cadran. Ici aussi une série de réveils qui est partie à partir de 1899. Ici un modèle Timekeeper, qui est donc la première montre de poche de chez Seiko de 1895. D'autres modèles historiques ici à partir de 1909. Ici aussi une série de montres de poche. Donc à partir de 1909, ici on voit le modèle Empire. Modèle ici très important avec la Seiko Laurel, première montre bracelet, sortie chez Seiko en 1917. Une série ici de montres de poche datées des années 1910 à 1920 qui montre un petit peu l'évolution de ces différents modèles. Donc ici la première montre avec le logo Seiko sur le cadran, la marque Seiko sur le cadran qui date de 1924. D'autres modèles qui sont sortis après le grand tremblement de terre. 1924 c'est la date du grand tremblement de terre à Tokyo. Qui a entièrement détruit les usines de Seiko. Donc tout a dû être reconstruit par la suite. Ici encore une image de la Laurel, donc première montre bracelet de chez Seiko. Ici une Laurel en pièces détachées avec l'intégralité de son mouvement. On fait un saut dans le temps ici avec entre autres cette Seiko Super de l'après-guerre 1950. Et ici, déjà, un premier produit en plastique, on pourrait penser que ça vient plus tard, avec ce réveil de 1952. Ici, on passe aux années 50, avec pas mal de développement, une accélération des développements, des avancées technologiques chez Seiko, avec des mouvements plus précis, plus petits, et également les premières montres automatiques. Ici, cette montre d'officier, qui date de 1939. Ici, une montre de soldat de 1940, ainsi qu'une montre de poche de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici. Encore une montre proche de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec cette montre chronomètre de 1946. Ici, une série de modèles qui illustrent l'évolution de Seiko dans les années 50. La première Seiko automatique, jusqu'à la première Seiko qui est équipée du fameux levier magique qui est sorti en 1959 déjà et qui optimise la recharge du mouvement via un mécanisme assez ingénieux et qui comporte très peu de pièces. Donc il s'agit de la Seiko Giro Marvel qu'on peut voir d'ailleurs ici. Ici une Seiko Chronos avec son mouvement ainsi qu'une Seiko Crown, également avec une vue sur son mouvement. Des modèles très classiques encore à cette époque, dans les années 50. Ici, une modèle Soleil et Lune de 1959. On commence à voir arriver des complications, déjà les montres automatiques. Ici, une Chronos de 1958, dont le mouvement plus fin servira de base au futur King Seiko et Grand Seiko. Ici, on rentre dans les années 60. C'est vraiment l'époque du désir de conquête des marchés extérieurs. L'époque aussi où Seiko participait à beaucoup de concours de précision pour essayer de gagner en image et en crédibilité. C'est également durant cette décennie qu'on voit apparaître les premières grandes Seiko, dès 1960. Ici, on voit un certificat délivré
en Suisse, un certificat de concours de chronométrie. Ici, un catalogue de l'année 1969. Et un modèle ici qui célèbre donc les accomplissements de Seiko dans ces concours de précision qui ont lieu en Suisse. Quelques modèles avec des cadrans hors normes, qui prédatent un petit peu la sortie de modèles au design beaucoup plus marqué de chez Seiko. Ici, on est vraiment encore dans les années 50 avec des boîtes très très classiques. Mais c'est surprenant de voir ces cadrans vraiment hors normes pour l'époque. J'en ai très rarement vu des montres comme ça. Hormis dans ce musée, je pense que j'en avais jamais vu des montres avec des cadrans aussi particuliers chez Seiko. On entre dans les années 70 ici, avec ces modèles que les collectionneurs connaissent très bien, avec ces Sport 5 et ces Speed Timer, équipés des mouvements 6138 et 6139. Donc avec du design et des boîtes et des couleurs qui sont très représentatifs de cette période des 70s. On a quelques boîtiers qui sont vraiment originaux ici. Ici, on voit la Speed Timer, modèle assez classique, qui est assez recherché aussi. Quelques modèles ici avec une complication chrono des 6139 ici. Ici, on voit une boîte caractéristique, le modèle Bullhead, qui est assez recherché également aujourd'hui, avec ses poussoirs qui sont sur le haut de la boîte. Ici, d'autres modèles qui sont très typés des 70s, avec des cadrans très colorés et des boîtiers originaux. Ici, on voit des modèles verts avec des index dorés, des verres facettés aussi parfois. Des coloris qui sont très flashy, très typés années 70, aussi des formes de boîte ici, on voit, très typées avec ces formes carrées ou ces formes en type de coussin. Ici, des beaux cadrans verts, encore un vert facetté. On voit que c'est majoritairement des 5 Actus. On a aussi des Lordmatic, si je dis pas de bêtises. La particularité des Actus, hormis leur design, c'était le stop seconde, qu'on voit illustré par le SS qui est sur le cadran. Et on a également assez souvent un réglage de la date en appuyant sur la couronne sur ces modèles. Ici, on part dans les teintes de rouge. Quelques modèles pour femmes aussi. Vraiment des coloris très osés dans cette période. Encore un vert facetté ici. Ici, on repart sur du bleu. Un petit intermède un peu plus classique ici avec une Goldfeather, qui était donc un modèle de luxe, avec un mouvement ultra fin, moins de 3 mm à l'époque. Ici, ce qui est peut-être la Seiko la plus rare et la plus recherchée aujourd'hui, avec ce modèle chrono plus compteur jusqu'à 99, c'est la 5718-8000, un modèle qui a été vendu que dans le cadre des JO de Tokyo, apparemment dans l'enceinte directe des Jeux Olympiques. Donc apparemment une centaine d'exemplaires produits uniquement. Ce qui fait aujourd'hui sa valeur, c'est-à-dire qu'un modèle en bon état va coûter entre 25 000 et 45 000 euros aujourd'hui. Probablement le modèle le plus recherché de chez Seiko. Le premier modèle de King Seiko, ici, en 1961. Donc King Seiko, qui est l'autre ligne haut de gamme en parallèle à Grande Seiko. Ici, un modèle de 1964, avec la mention chronomètre. Et on voit déjà apparaître ces boîtes très très typées King Seiko. Il y a eu des réissues ces dernières années qui ont repris ce design précisément. Ici, encore un modèle avec la boîte très caractéristique. Un modèle de 1965. Cette période autour des JO de 64, c'est vraiment une période dorée de l'histoire de Seiko, avec une multitude de modèles intéressants qui ont été produits. Ici, par exemple, avec ce chrono également sorti pour les JO, avec ce monopoussoir.
Ensuite, en 1968, sortie de la Bellmatic, modèle avec une alarme mécanique, un modèle intéressant, hein, dont j'ai également consacré une vidéo sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Encore une 5 Actus, avec cette mention amusante ici, la Seiko 5 pour les jeunes. Ici, les débuts de la ligne Seiko 5, avec cette Sportsmatic de 1964. Une fameuse World Time, encore un modèle qui est sorti à l'occasion des JO. J'ai également une vidéo sur la chaîne à propos de cette série de montres, la World Time, donc avec sa couronne avec laquelle on peut aligner les villes pour connaître l'heure qu'il fait dans d'autres fuseaux horaires. Ici, une Seiko Pug, équipée du mouvement 6139. Également un modèle qui est très recherché par les collectionneurs. On entre dans la partie quartz ici, hein, qui n'est pas la partie la moins intéressante, étant donné l'histoire de Seiko avec cette technologie. Quantité de modèles digitaux qui nous ont fait rêver à l'époque. Pour un enfant né dans les années 70, c'était vraiment de la science-fiction. Ici, on a quelques modèles analogiques, ici, du haut de gamme. Hein. Certains modèles avec des doubles quartz pour augmenter la précision. On peut aussi remarquer que les prix étaient très très élevés à l'époque. C'était vraiment vu comme une révolution technologique. Et donc, elle était vendue avec le prix qui va avec. Hein. Donc, sachant qu'à l'époque, 100 000 yens, c'était un salaire moyen, entre 100 000 et 200 000 yens. Donc il fallait travailler un mois, hein, pour s'offrir une montre comme ça. Ici, on a un prototype de concours de 1966, qui a donc été envoyé à l'époque dans les concours de chronométrie en Suisse, donc qui prédate naturellement la sortie du premier modèle à quartz de chez Seiko. D'autres modèles ici des années 70, aussi des modèles qu'on qualifiera de modèles de luxe, hein, dont certains modèles VFA, qui signifie Very Fine Accuracy, si je ne dis pas de bêtises. On voit que les prix commencent un peu à descendre là. Quelques produits qui exploitent la technologie du quartz. Ici, des réveils, des horloges. On a aussi quelques explications qui traitent de la miniaturisation du quartz et des chiffres de vente également à l'époque. Passer d'un gros bloc qui faisait 2 mètres à une montre en quelques années. Ici, la toute première montre à quartz, hein, donc la Seiko Astron 35 SQ. Première montre bracelet à quartz commercialisée en 1969. On peut voir que son prix, 450 000 yens, était vraiment très élevé pour l'époque aussi. Il était en rapport avec la révolution que représentait vraiment cette technologie. Hein. On a quelques détails historiques ici, les différents éléments et les étapes qui entrent en jeu dans la fabrication d'un mouvement à quartz, en partant d'un bloc de quartz ici, jusqu'à la fabrication d'un quartz qui sera donc intégré dans un mouvement. On passe à la partie digitale ici avec des modèles emblématiques, dont par exemple ce modèle avec Computer, donc avec sa petite station qui permettait de communiquer directement avec la montre. Ici en 1984. Hein. Autre modèle emblématique qui m'a fait rêver en tant qu'enfant, hein, avec ce modèle TV de 82, avec son récepteur et son casque. J'avais 8 ans à l'époque, ça me faisait rêver ce genre de montre. C'était le futur. Ici, on a la première montre digitale avec 6 chiffres, donc heure, minute, seconde. Première montre avec une calculette intégrée, hein, qui était vendue à l'époque avec son petit stylet. Une C153 de 1977. C'est un modèle aussi auquel j'ai consacré une vidéo. Rapidement, ces deux modèles des années 80, dessinés par Giugiaro, le fameux designer italien, dont ce chrono qui est apparu dans le film Alien le Retour en 1986. Ici, une Seiko 0634, le premier chronographe digital, sorti en 1975. Et quelque chose qui est assez surprenant, c'est que ces montres, on voit que Seiko n'a pas forcément conservé des exemplaires neufs de ces montres. On voit par exemple ici avec cette World Time qu'il y a eu un problème de freeze au niveau du cadran, probablement un problème lié à ses condensateurs. Et ces modèles ne sont pas toujours en grande forme. Hein. Un autre modèle emblématique ici avec ce Voice Memo, donc un mémo vocal, qui permettait d'enregistrer la voix et de la relire plus tard, sorti donc en 1983.
Ici, on a une section consacrée au modèle d'export des années 70. On voit deux jolies Bellmatic ici. Des modèles femmes. Ici, un petit panneau avec les modèles d'export prévus pour l'année 1970. Ici, quelques Seiko 5 et sur la gauche, un fameux chrono Monaco. Donc un modèle très désirable aujourd'hui. Hein. Très désirable aujourd'hui ce modèle avec son mouvement très fin pour l'époque. Son registre à 6 heures qui contient les deux aiguilles aussi. Et sa fonction de chronomètre flyback. Quelques Seiko 5 ici. Des boîtes assez classiques. Ici une boîte coussin, un chrono 6138 avec une boîte un peu soucoupe. Encore des Seiko 5 avec des designs assez originaux. Ici un modèle particulier avec sa forme de boîte et son cadran carré. Un joli modèle aussi ici, un peu Tuxedo Dial. Un modèle aussi très typé des années 70 ici avec son bracelet intégré. Ici on a une vitrine qui est consacrée aux montres de plongée actuelles avec tous les modèles qui ont donc un surnom qui a été donné par la communauté. On voit ici avec des Seiko Tuna. Ici on a la ligne Samurai. C'est la première fois que je vois une mention de ces surnoms qui est directement évoquée par Seiko. Ici on voit rapidement la ligne Monster et la ligne Turtle. Et on a au-dessus ces petits panneaux qui nous expliquent la naissance de ces surnoms. Et c'est assez intéressant de voir ça directement mentionné par la marque, ce qui, à ma connaissance, n'avait jamais été le cas. Rapidement ici, quelques modèles de la ligne haut de gamme de chez Credor. On voit des cadrans assez exceptionnels. Ici, quelques explications des diverses étapes de finition manuelle de ces mouvements. Donc là, on est déjà dans la haute horlogerie. Ici, ce qui semble être un modèle à tourbillon avec ce cadran intéressant. Ici, un modèle sonnerie, squelette, qui semble aussi avoir une répétition minute, quelque chose comme ça, sans certitude. Il y a aussi un étage qui est consacré à Grand Seiko, que j'ai filmé, mais que je présenterai à part dans une autre vidéo, et un étage qui retrace l'histoire de la mesure du temps, que je ne présenterai pas ici non plus. Mais il reste cet étage qui est consacré au ce qu'ils appellent le Extreme Timing, et c'est là qu'on retrouve entre autres les plongeuses de chez Seiko. Et ici on a du matériel qui est destiné à des compétitions d'athlétisme. Ici on a d'autres lignes aussi qui sont représentées de chez Seiko, avec les Flight Master, donc des montres qui sont destinées à l'aviation. Ici encore une Flight Master, mais avec un mouvement Spring Drive. Un modèle étonnant qui porte le nom Speedmaster, j'aurais pas pensé que c'était possible. Une Landmaster ici, donc la ligne Landmaster qui est donc destinée à l'aventure, l'exploration et la survie chez Seiko. Encore un chrono de Giugiaro, je sais pas trop ce qu'il fait ici. Ici quelques modèles de plongée, on voit une Tuna ici. D'autres modèles de plongée. Ici on a une Fishing Master avec une face de lune pour les pêcheurs. Yacht Timer, donc pour les régates en bateau. Ici on a des ordinateurs de plongée. Je pense que ça c'est le premier ordinateur de plongée de chez Seiko. Deux Tuna. Un autre modèle avec une boîte emblématique de plongée de chez Seiko.
Certains modèles aujourd'hui sont ressortis avec des boîtes, avec des designs assez similaires. Ici, on a la toute première montre de plongée de chez Seiko, avec sa résistance à 150 mètres, son étanchéité à 150 mètres. Avec cette boîte aussi caractéristique. Ici, une Spring Drive avec une étanchéité à 600 mètres. Quelques modèles kinétiques. Ici, ce qui ressemble à une Turtle, une des toutes premières. Voilà, c'est un tour incomplet du musée. Je me suis concentré vraiment sur les montres qui sont présentées, en limitant la partie historique, donc l'histoire du temps, et aussi l'histoire de Kintaro Hattori, le fondateur de la marque, que j'ai pas traité non plus. J'ai aussi volontairement fait l'impasse sur les évolutions les plus récentes, par exemple les lignes kinétiques et Astron, qui m'intéressent un peu moins. L'étage Grande Seiko, je le présenterai lors d'une autre occasion. Il y a aussi quelques modèles d'horloges Wadoke qui sont un sujet très intéressant que je vous invite à découvrir, qui traitent donc la mesure du temps qui avait cours à l'époque Edo et qui est vraiment quelque chose de très particulier. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur internet, il y a pas mal d'infos à ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!